Ok les gars, petite vidéo rapide pour vous expliquer la réaction qu'on a eue sur l'euro-dollar dernièrement. Donc vous êtes sûrement pas sans savoir que hier on avait eu la décision de politique monétaire de la Fed. Ça a eu un gros impact sur le prix du dollar en général, mais pour ma part je regarde surtout l'euro-dollar. Et donc forcément le dollar s'est déprécié, il a complètement crash et l'euro s'est apprécié. Donc on va aller regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc pour vous remettre un peu en contexte, hop. Je vais vous mettre des barres verticales pour avoir la semaine. Ok, on va enlever tous les indicateurs inutiles. Voilà. Donc pour vous remettre un peu en contexte, hop. Voilà, on va se mettre sur du 4 heures. Donc pour vous mettre un peu en contexte, la semaine avait démarré en légère baisse, d'accord. Il faut savoir en fait que autant pour la décision de politique monétaire, les investisseurs s'attendaient à ce que les taux soient maintenus à leur niveau actuel. Donc pour l'instant, les taux d'intérêt sont entre 5,25 et 5,50%. Mais il faut savoir que autant on a les réunions de politique monétaire 8 fois par mois, mais 8 fois par an, pardon, tous les 1 mois et demi plus ou moins. Mais on a 4 fois par an des projections économiques qui sont réalisées par les économistes au sein de la Fed. Et dans ces projections économiques, on a en gros ce que les membres, donc ce que les responsables de politique monétaire pensent que l'inflation va être, la croissance va être, les taux d'intérêt vont être, etc. Et donc avec ces projections, qui étaient du coup publiées en parallèle au rapport de décision de politique monétaire, on a eu forcément des révisions par rapport aux anciennes prévisions qui ont été faites en décembre. Donc autant les investisseurs regardaient attentivement le rapport de déclaration de politique monétaire, donc le fameux statement que vous connaissez sûrement. Mais ce qui était vraiment intéressant à regarder, c'était ce qu'on appelle le SEP. Donc c'est les Summary of Economic Projections, c'est les projections économiques des membres de la Fed. Donc, je vais peut-être les prendre sous les yeux, ça va être plus facile si j'illustre. Donc si on regarde ici, donc vous voyez FOMC Economic Projections. Donc quand on les reprend, check latest release, vous descendez, c'est Projection Materials, vous cliquez dessus. Donc quand on regarde ces projections économiques, vous avez un tableau ici, donc tout est dedans, avec donc les prévisions des économistes sur le PIB, le taux de chômage, l'inflation mesurée par l'indice PCE, l'inflation mesurée par l'indice PCE Core, et puis le taux directeur, le taux d'intérêt de la Fed pour l'année 24, 25, 26 et à long terme. Okay, donc, ce que les investisseurs ont surtout regardé, c'est ici le Federal Fund Rates. Est-ce qu'il y a eu une différence par rapport aux projections de décembre? Donc il faut savoir que en décembre, la Fed a annoncé dans ses nouvelles projections qu'elle anticipait 3 baisses de taux d'intérêt durant l'année 2024. Les marchés ont réagi de tout un tas de manières depuis le début de l'année, enfin depuis décembre. Mais dernièrement, donc à court terme, l'euro s'est déprécié depuis le début de la semaine. Donc vous voyez qu'il a commencé la semaine aux alentours de, on va dire, 1,09 et il est descendu jusqu'à, on va dire, le niveau intermédiaire 1,0850 plus ou moins, même 1,0840. Okay, cette baisse s'explique essentiellement parce que les investisseurs anticipaient une révision à la baisse dans ce taux directeur pour 2024. Donc ils s'attendaient à ce que la Fed n'envisage plus que 2 baisses de taux d'environ 25 points de base pour l'année 2024 par rapport aux 3 baisses de taux qui étaient anticipées en décembre. Pourquoi? Parce que les dernières données qu'on a eues sur l'inflation ont montré une réaccélération de l'inflation et on a eu un chiffre très élevé en janvier. Donc autant la Fed depuis le début déclare que oui, on a besoin de plus de confiance. Confiance en quoi? Confiance en le fait que l'inflation revienne à 2% et que le processus de désinflation se poursuive, etc. Et quand on voit que l'inflation repart à la hausse en début d'année, ça ne donne pas cette confiance dans la trajectoire de l'inflation que pour baisser les taux d'intérêt. Donc, beaucoup d'investisseurs s'attendaient à ce que ces prévisions de baisse de taux soient réduites à 2 baisses seulement. Et il y avait aussi ce risque, étant donné que pour décider de ces projections, il y a des votes qui sont effectués, il y avait aussi ce risque parce qu'il ne fallait que 2 membres qui changent leur vote par rapport à décembre pour que les projections soient révisées à la baisse. Donc en gros, il y avait un risque d'observer une révision à la baisse dans les projections de taux. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle du coup l'euro s'est déprécié en début de semaine. Et puis lorsque la data est sortie, donc lorsque le statement et le SEP sont sortis, donc ce tableau-là,
Et or, on constate quoi en fait? Que les projections n'ont pas changé. Alors vous pouvez aussi les regarder avec le dot plot. Quand vous regardez le dot plot, en fait, vous voyez que le point médian ici, il est à 4,6%. Donc en gros, ça, c'est tous les membres en fait qui ont donné leur avis par rapport à où est-ce que sera le taux de la Fed en 2024. Et vous voyez du coup que, par exemple, il y a un point ici, enfin un membre du coup ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 membres ici, etc. 5 membres là. Et donc sur base de ces points, sur ce graphique en points, ils font un calcul du point médian, et du coup le point médian se situe à 4,6%, donc plus ou moins ici. Ok. Enfin, du coup, oui, c'est le plus grand nombre de votants. Donc, c'est le point médian et c'est la donnée que vous voyez là. Mais vous n'êtes pas obligé de le regarder sur le graphique. Et donc, ça envoie deux messages, en fait, aux investisseurs et au marché. Le premier, c'est que la fameuse phrase buy the rumor, sell the news. Donc, achète la rumeur et vend la nouvelle quand elle sort. C'est que les investisseurs ont vendu en anticipation d'une révision à la baisse des projections de taux, mais que cette révision à la baisse n'est jamais arrivée. Donc c'était déjà un premier signal dovish, l'euro s'est apprécié. Ensuite, l'augmentation de l'euro, du coup, c'est d'autant plus apprécié que... Enfin, l'euro c'est d'autant plus apprécié que Powell, du coup, le président de la Fed, a déclaré lors de la conférence de presse que, et ça c'est vraiment une phrase très importante, les récentes données d'inflation ne changent pas l'histoire globale. Donc l'histoire globale, c'est quoi? C'est que le processus de désinflation continue. Donc en gros, c'est pas parce qu'on a observé des données récentes d'inflation plus fortes que prévu que ça change la trajectoire de l'inflation. Donc l'inflation ralentit toujours et la Fed finira par baisser ses taux cette année. Je vais vous reprendre un peu mes notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Et donc ça, c'est ce que j'ai noté pour la conférence de presse. Donc on voit que le président de la Fed a déclaré que les récents chiffres d'inflation élevés n'avaient pas modifié l'histoire sous-jacente d'un relâchement progressif des pressions sur les prix aux États-Unis. En gros, la désinflation est toujours en cours. Ça, je vous le passe. La décision sur le moment de réduire les taux forcément dépendra de données supplémentaires. Les responsables ne sont pas pressés d'assouplir la politique tant que l'économie et le marché de l'emploi continuent de croître. Par contre, il a dit un truc intéressant que je n'ai pas noté ici. C'est que quand on lui a demandé si les données sur l'emploi pouvaient reporter le moment où on diminuerait les taux, où la Fed diminuerait les taux, il a répondu non. Ça veut dire, ou ça sous-entend, que la Fed prête plus d'importance à la persistance de l'inflation plutôt qu'à la solidité du marché du travail. Parce qu'elle considère que malgré la solidité du marché du travail, malgré le fait que le marché de l'emploi soit résilient, ça n'empêche pas l'inflation de ralentir. Et quelque part, malgré le fait que la croissance soit élevée aux États-Unis, ça n'empêche pas l'inflation de ralentir. Donc il a un peu mis ça de côté pour se pencher vraiment sur l'inflation. Mais même au niveau de l'inflation, il nous a quand même dit que les dernières données qu'on a eues, plus élevées que prévu, ne sont pas inquiétantes. Enfin, ne sont pas inquiétantes, justement. Il précise qu'il faut faire attention, on va bien surveiller les données, mais il précise que pour l'instant, comme c'est écrit ici, ça ne change pas l'histoire sous-jacente, du relâchement progressif des pressions sur les prix. Donc ça, je l'ai dit aussi. Donc la plupart des responsables de la Fed voient toujours le taux directeur baisser de au moins 3 fois 25 points de base. Donc on aura 3 baisses en 2024. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on les aura, mais ça veut dire que c'est ce que les responsables de la Fed anticipent. Et globalement, c'est tout. Mais donc, vous voyez ici que l'explication n'est pas si compliquée en fait. Vraiment, on a eu deux mouvements. Parce que j'essaye toujours de garder la vidéo simple, bien évidemment, il y a plein de petits facteurs macro qui rentrent en jeu. Mais si vous deviez retenir deux choses, la première, c'est les investisseurs ont vendu en début de semaine parce qu'on anticipait du coup un statement, une déclaration de politique monétaire plus hawkish. On anticipait du coup que Powell tienne compte des récentes données d'inflation, que du coup il y ait une révision à la baisse des projections de taux, qu'on n'envisage plus que 2 baisses de taux en 2024, et alors ça allait reporter, ça j'en ai pas parlé, mais les marchés peuvent parier, entre guillemets, enfin pas au sens propre mais au sens figuré, les marchés parient sur les baisses de taux, et avant la publication, les paris étaient environ, je crois, de 64% pour une baisse des taux au mois de juin. Après la publication et après la conférence de presse, on était sur du 70% et plus, même proche des 80%, je pense qu'on était sur du 77, 18, 19%. Donc on voit qu'il y a eu ce renforcement des paris pour juin, mais s'il y a un renforcement pour des paris pour juin, donc si
on est davantage convaincu que la Fed va réduire ses taux en juin, ça veut dire qu'on est aussi moins convaincu que la Fed pourrait réduire ses taux en juillet, juillet qui est plus tard du coup. Donc en fait, c'est un repricing, une réévaluation dovish du coup des anticipations du marché concernant la trajectoire des taux. Bref, mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu cette baisse parce que les investisseurs commençaient à douter de la capacité, ou plutôt de la possibilité d'une baisse des taux en juin. Et on commençait à avoir des paris qui se repoussaient vers juillet. Il y a même un moment, je crois, on était à 58% pour juin, donc quasi une chance sur deux. Et puis, au vu des données, tout ce que je viens de vous expliquer, bam, shift complet. En fait, le statement et la conférence de presse ont été plus dovish que prévu. Parce qu'on n'a pas eu de révision des taux. Des projections de taux. Et puis Powell a tenu un discours relativement accommodant par rapport à ce qui était attendu par les marchés. Donc on a vraiment eu un flip-flop, je ne sais pas comment le dire autrement. Et si vous devez, comme je l'ai dit, retenir une chose, c'est vraiment ça. C'est que souvent, ce qu'on va observer sur les marchés, et je vais me mettre en grand pour expliquer ça, souvent ce qu'on va observer sur les marchés, en fait, c'est que les investisseurs vont acheter ou vendre, ils vont se positionner en anticipation d'une nouvelle. Là, ils se sont positionnés en anticipation d'une révision à la baisse des projections de taux. Mais une fois que la nouvelle sort, il y a 3 scénarios possibles. Soit il n'y a pas de surprise, soit il y a une surprise, et s'il y a une surprise, c'est soit à la hausse, soit à la baisse. Et dans ce cas-ci, la surprise, elle était à l'inverse de ce qu'on anticipait. Donc imaginons maintenant qu'on ait bel et bien eu la révision à la baisse, ce qu'on aurait pu observer du coup, c'est soit que le prix bouge pas, soit qu'il continue davantage son mouvement baissier, parce qu'alors à ce moment-là on se serait dit ok, on a acheté en anticipation d'une révision à la baisse des projections de taux, donc du coup l'euro chute, ou le dollar monte, ça dépend comment vous voyez les choses, l'euro chute, et on a la confirmation, on avait raison sur ce qu'on anticipait, et donc l'euro chute davantage, ou bien ça peut aussi être, on avait raison, on a déjà vendu, donc on n'a plus rien à faire et le prix reste là. Et alors les investisseurs se concentreraient particulièrement sur la conférence de presse à ce moment-là. Ou bien, autre scénario, c'est ce qu'on a eu, c'est en fait, on anticipait tel scénario, donc une révision à la baisse des projections, mais elle n'a pas eu lieu. Donc à ce moment-là, on s'est trompé et on réajuste nos positions et les investisseurs se mettent à acheter. Et c'est vraiment comme ça que tu dois comprendre le fondamental, ou en tout cas quand tu vas lire un graphique pour comprendre du coup les mouvements de prix, c'est avec ce raisonnement en tête que tu dois interpréter les mouvements de prix. Parce que si maintenant tu te dis mais tiens c'est bizarre, l'euro diminue et puis après il monte, et tu essayes de comprendre au jour le jour la data, en mode comme si du coup c'était des réactions aux données, souvent c'est pas des réactions aux données, c'est des réactions aux attentes qu'on avait des données. C'est d'ailleurs pour ça que sur Forex Factory, tu as une colonne avec la data actuelle, tu as une colonne donc tout à droite avec la data, ce qu'elle était avant, au mois précédent, ou bref la donnée précédente, et entre les deux, tu as une donnée avec les anticipations du marché. Et c'est la colonne la plus importante parce que c'est sur base de cette colonne centrale, non pas les données actuelles, non pas les données précédentes, mais souvent c'est sur base de la colonne au milieu, celle des anticipations, que les investisseurs, les traders, etc. vont prendre leurs décisions. Et donc, c'est ça que tu vas trader. Pour te donner un exemple tout bête, si on anticipe par exemple, le 29 mars, il y a l'inflation PCE qui sort. Si on anticipe, j'ai pas encore regardé les données, mais si on anticipe une inflation plus forte que prévu, tu vas voir les gens se mettre à acheter du dollar. Si maintenant on anticipe une inflation plus faible que prévu, tu vas voir les gens vendre du dollar. Mais si maintenant, et cet exemple, c'est un bon exemple pour voir si tu as bien compris, si maintenant, du coup, on anticipe une inflation plus faible que prévu, et les gens se mettent à vendre du dollar, et qu'après, au moment où la data sort, on voit qu'en fait, elle est plus forte que prévu, les gens vont se mettre à acheter du dollar, parce qu'à ce moment-là, c'est le fameux scénario où, on s'est trompé, on a acheté pour telle raison, mais telle raison n'est plus valable, et donc on se met à vendre. Ok, enfin du coup c'est l'inverse, on a vendu pour telle raison parce qu'on s'attendait à une inflation plus faible, mais du coup cette raison n'est plus valable parce qu'on a les données sous les yeux qui contredisent ça, donc on va acheter. Voilà, bref, c'était une petite vidéo pour te montrer un peu comment j'interprète les données, comment je lis du coup, ou comment je lis, pas lire, mais lier, comment je fais la liaison du coup entre les fondamentaux et les graphiques. Bon, on n'a pas parlé d'analyse technique ici, vraiment c'est juste, là j'ai juste parlé de direction, donc la baisse, la hausse. Après, ce qui va être intéressant dans ton process en tant que trader, c'est justement d'utiliser l'analyse technique, donc après avoir utilisé l'analyse fondamentale, pour identifier des points d'entrée et de sortie. Parce que une direction, c'est bien. Si tu n'as pas la direction du marché, ça va être compliqué de trader. Donc une fois que tu as ta direction, c'est bien, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas réussir à choper un gagnant, parce que tu dois trouver le bon point d'entrée, et particulièrement le bon point de sortie.
Donc vraiment, la technique, c'est ce qui va te permettre de réduire cet écart en fait entre j'ai une direction globale, c'est un peu flou, genre je sais que ça va monter, je sais que ça va descendre, mais je sais pas où entrer. Et en fait, oui, voilà, ça va vraiment réduire l'écart entre l'analyse et le trading. Parce que donner la direction par rapport aux données, c'est de l'analyse. Analyse fondamentale dans ce cas-ci. Trouver les points d'entrée et de sortie, réussir à capitaliser du coup sur un mouvement, faire de l'argent sur une direction que tu as anticipée, ça c'est du trading. Et ça va vraiment être important de passer de l'un à l'autre parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui ont raison sur la direction du marché, mais qui soit n'arrivent pas à prendre, à faire des profits parce que ils se mangent un stop ou quoi, ils sont entrés trop tôt, trop tard, etc. Soit simplement, il manque l'opportunité. Le prix s'envole sans eux, et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit du coup à demain pour la prochaine vidéo.